Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, la toute nouvelle émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons l'honneur d'accueillir pour le deuxième épisode Sofiane et Taï. Salut Flora, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va super, merci et merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Donc toi, tu as ton spectacle Légèreté, c'est bien ça ? C'est ça. Dans le Comedy Club chez Prince, situé dans le 6e arrondissement de Paris, et c'est tous les dimanches à 21h30 ? C'est ça. Alors là, en fait, on a fait quelques dates là, en octobre et en novembre. Là, pour le mois de décembre, en fait, on fait une relâche à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de location du lieu, vu que c'est une discothèque et tout, donc il y en a qui louent la salle. Donc en décembre, c'est tellement souvent loué qu'on a préféré ne pas prendre de risques. Et à partir du mois de janvier, ce sera tous les dimanches à 21h30, donc au Chez Prince. Voilà, donc c'est rue des 80, métro Odéon. Ok, en plus c'est facilement accessible, Oui. c'est super. En plus derrière, les spectateurs ils peuvent enchaîner pour danser. Absolument. Ça peut être un argument supplémentaire aussi. Et d'ailleurs là je vois que tu es venu avec un objet, mais qu'est-ce donc ? Alors cet objet, c'est quelque chose qui représente une période de ma vie qui m'a marqué, c'est l'écharpe de la RATP. Wow. Voilà, ça me rappelle mes 16 ans de conduite voilà, dans le bus. J'ai pas fait 16 ans à la RATP, mais j'ai terminé ma carrière à la RATP. Et donc l'année dernière, j'ai arrêté. Et c'est l'une des reliques que je garde de mon métier. Alors je te rassure, je la trimballe pas avec moi par valeur sentimentale, mais uniquement parce qu'il commence à faire froid en ce moment. Hein. C'est purement, vraiment, c'est pragmatique hein, l'usage que j'en ai. Mais c'est vrai que quand j'y pense, tu m'as demandé est-ce que tu as un objet perso et tout. Moi, je me suis dit ce qui me correspond le mieux, c'est ce que j'ai fait de ma vie pendant 16 ans. Et c'est du coup le métier de chauffeur de bus. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a donné beaucoup de matière pour le spectacle. Et puis voilà, je renie pas du tout cette période-là de ma vie, au contraire, je suis ravi d'avoir pu la vivre et puis maintenant, ça a été mon tremplin vers ma vie 100% artistique. Non mais c'est génial, on reviendra sur cette partie tout à l'heure, notamment au niveau de tes axes, au niveau de ce dont tu évoques lors de ton spectacle, mais juste avant, j'ai préparé quelques petites questions un petit peu décalées pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Alors, écoute bien. Pourrais-tu nous donner 5 traits de personnalité qui ne te correspondent pas ? Alors, 5 c'est beaucoup. 5, qui ne me correspondent pas. Alors, des fois, c'est rarement le cas, mais la plupart du temps, malheureusement, je manque de patience. Pas patience dans le sens je vais m'énerver envers les gens, mais je suis impatient, je suis un peu impulsif dans le sens je voudrais que tout se fasse tout de suite et tout, j'ai du mal à patienter et tout, donc je ne suis pas très patient. Et tu as été chauffeur de bus ? Et j'ai été chauffeur de bus et c'est justement dans le cadre de ce métier-là que je me suis rendu compte que des fois j'étais patient avec les clients quand ils te parlent vraiment mal et tout et que tu arrives à garder ton calme et ton professionnalisme. Là, je me suis rendu compte que j'étais patient, mais la plupart du temps, je suis quelqu'un de pressé dans le sens j'aime pas attendre tout ça, tu vois. Voilà. Je ne suis pas, je dirais, alors, ponctuel. J'essaye de l'être de plus en plus, hein, mais la plupart du temps, j'ai toujours, on va dire, un petit peu de retard ou quoi. Mais par contre, j'ai quelque chose que je ne pourrai jamais enlever, c'est que je préviens toujours. Ça m'arrive d'être en retard, mais toujours, j'enverrai un petit message à la personne en disant « Désolé, j'ai eu un petit truc où j'ai pinaillé, où il y a du monde sur la route ou quoi », et j'arrive. Mais c'est un défaut que j'essaie de corriger. Voilà. Okay, il en manque 3 du coup. Ça fait 2, il en manque 3. Je ne suis pas... qu'est-ce que je pourrais te dire de plus ? C'est une question balèze hein, quand même. Elle est très intéressante, mais elle est balèze. Je ne suis pas... je ne suis pas, comment dire, méchant, tu vois ? Enfin, j'espère. Ça fait bizarre de dire ça de soi-même, tu vois, mais je ne suis pas méchant. Moi, je suis un gros nounours. Si je monte sur scène, c'est parce que j'ai envie de dire aux gens que je les aime et j'espère qu'eux, ils m'aiment en retour. Donc, je cherche leur amour, tu vois. Et je ne suis jamais méchant parce que j'ai pas envie que les gens repartent en se disant « Ah, il a été méchant avec moi et tout ». Même quand quelqu'un, par exemple, va être dur avec moi pendant le spectacle ou quoi, ou méchant, je vais essayer de le recadrer toujours avec humour, mais jamais genre « Allez, dégage ». Genre ferme-la, dégage et tout. C'est premier degré, jamais. Donc j'espère, je fais au mieux pour ne pas être méchant. En plus ton spectacle il est hyper bienveillant, Merci. À chaque fois tu communiques avec le public et tu ne dis pas vraiment une chose négative alors que tu pourrais les tailler comme Ridwan Bougueraba ou d'autres artistes. Alors je critique pas du tout ceux qui le font parce que c'est une niche et il y a des gens, par exemple le public de Ridwan, tu donnes l'exemple de Ridwan, c'est le plus connu, le public de Ridwan par exemple détesterait certainement mon spectacle parce qu'ils vont se dire bah, il est trop gentil en fait, c'est pas, ça nous intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du rentre dedans. Ils veulent vraiment que l'humoriste sur scène les défonce. Ils veulent ce qu'on appelle du roast.
Tu vois, le truc à l'américaine et tout. Ils veulent vraiment se faire défoncer par l'humoriste. Et moi, c'est pas ma came, tu vois. Moi, j'aime bien rigoler et tout. Après, si ça monte vraiment haut, là, je vais durcir un peu les vannes, mais jamais méchamment. Façon. À ma façon, voilà, bisounours énervé, tu vois, genre un peu comme ça. Mais je vais jamais, genre, dépasser la barrière de la méchanceté et la barrière du premier degré. Au pire, je vais dire, tu sais quoi, c'est pas grave, on passe à quelqu'un d'autre et hop, je vais passer à autre chose. Mais je critique pas ce style-là parce qu'il y a un public pour ça. Moi, mon public, j'essaye au mieux de rapprocher, de réunir tout le monde. Mais évidemment, c'est utopique. Tu pourras jamais plaire à tout le monde. En tout cas, non, moi, j'essaye vraiment de garder toujours une bienveillance et tout ça. Donc, pas méchant. Alors maintenant, il en manque 2. Ouais, mais juste, j'ai une petite anecdote pour les auditeurs par rapport au fait que tu dises comme quoi tu es toujours très gentil avec le public. C'est le fait que dimanche dernier, donc lorsque j'ai vu ton spectacle, tu as carrément demandé à ton public s'il souhaitait qu'on augmente la clim. Oui, parce qu'en fait, oui, on jouait donc au Chez Prince. L'avantage, c'est d'avoir la clim dans la salle. Ah, quel confort, c'est magnifique. Et je voyais que les gens... Alors moi, déjà, j'avais chaud. Personnellement, j'avais chaud. Ça se voyait un peu. Ça se voyait un peu, on est d'accord. Parce que, tu sais, c'est bizarre, parce qu'en plus, il y avait... Enfin, la salle, quand elle est vraiment pleine, oui. Mais là, elle était à 3/4 pleine. Il y avait encore un peu de marge. Donc, moi, je pensais vraiment que j'aurais pas chaud, mais en fait, je sentais une chaleur et tout comme ça. Et du coup, j'ai dit, OK, alors peut-être que du coup, c'est parce que le chauffage avait été mis et que ça avait été mis trop longtemps, ou je sais pas, et puis avec la chaleur humaine, tout ça. Mais moi, je sentais que j'avais chaud et je voyais les gens qui commençaient un peu à se ventiler et tout, tu vois. Un petit peu. Je sais plus si vraiment les gens avaient vraiment chaud, mais en tout cas, j'ai posé la question. Je voulais pas imposer la clim et je voulais pas les priver de la clim. Ils avaient chaud à force de rire. Oh, ah oui, exactement, je les ai fatigués, t'as vu ça? C'était génial. T'es une super intervieweuse en fait, hein. C'est super bienveillant, c'est trop bien. Et bien franchement, je leur ai demandé, et puis s'ils m'avaient dit non, ça va, on l'aurait pas mise. Mais comme ils m'ont dit ouais. Tu vois, il y avait une partie, il y avait une partie qui voulait, une partie qui voulait pas, tu vois. Et j'ai dit par applaudissement, qui veut la clim? Et il y avait clairement une grande partie de la salle qui la voulait, donc on l'a mise et puis voilà. Le petit bémol, c'est que ça a mis un petit peu de bruit supplémentaire, mais avec le micro, normalement, on m'entendait bien, tout à fait, ouais. Donc ça va, c'est cool. Oui, mais il n'y a que toi pour faire ça, n'empêche. Parce que tu sais, les gens, je te jure, je suis tellement content. Moi, ça fait 12 ans que je fais ça et je sais ce que c'est parce que je m'en cache pas. Hein, j'ai vraiment pas, tu vois, je vais vraiment pas jouer le gars qui joue que devant des zéniths. Hein, c'est loin de ça. Hein. Vraiment, je joue dans des salles plutôt réduites. Il y a même des fois où on annule. Hein. Si les humoristes sont honnêtes, ils te disent tous la vérité là-dessus, tu vois. Et je suis tellement content quand les gens sont là, que j'ai envie qu'ils passent un bon moment et j'ai vraiment envie de... Tu sais, je veux les prendre dans mes bras et tu sais, j'ai envie de les adopter un par un, tu vois ce que je veux dire? Et je suis tellement content qu'ils soient là que je veux en prendre soin. Donc si je les vois en galère, moi, je pourrais pas passer un bon spectacle. Et je sais que eux non plus, tu vois. Donc moi, mon but, c'est que eux passent un bon spectacle. C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand j'ai quelqu'un, par exemple, qui dérange la salle, qui parle, au début, je dis rien parce que ça me dérange que moi. Et moi, j'arrive à faire abstraction. Mais quand je vois les gens autour de cette personne qui se tournent à droite, à gauche, genre pour dire... Oh, tu vois, un peu comme ça. Là, je vais dire stop. Excusez-moi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Là, il y a beaucoup de bruit. Je vois que ça perturbe et tout. Je le fais pour le public, pas pour moi. Moi, j'assume. Tu vois, j'y vais. On y va à fond et tout. C'est pas grave, c'est mon travail. Mais quand les gens dans le public tournent la tête et commencent à sortir du spectacle, là, je suis obligé d'intervenir. Et tu veux le bien-être de tous. Exactement. Mon but, c'est qu'on passe le meilleur spectacle possible. En plus, à chaque fois, même je crois que je te l'ai dit dimanche dernier, c'est que tu arrives à captiver le public de A à Z et c'est vraiment une force qui est plutôt rare dans le milieu du stand-up, surtout sur une durée d'1 heure. En fait, ça se voit que tu as un texte que tu as appris et en même temps, tu le sors avec beaucoup d'authenticité. Et ça, c'est vraiment génial. Et tu te démarques par rapport à de nombreux comédiens. Mais je te remercie. Vraiment, tu vois, c'est avec l'expérience, en fait, qu'on arrive à faire ça. Parce que il faut être capable de retourner dans son texte aussi n'importe quand. Parce que le stand-up, c'est ouvrir la porte à l'absence de quatrième mur. Donc, il faut être capable de rebondir s'il se passe quelque chose, rebondir et pouvoir revenir dans son texte. Dans mes débuts, j'avais beaucoup plus de mal. Je me rappelais plus de mon texte et puis voilà, tu vois, je devais sûrement sauter des vannes ou quoi. Alors que là, Dieu merci, je connais tellement le spectacle que je suis capable de sortir un petit fil comme ça. Je tire le fil et quand je sens que le fil, tu vois, commence à résister, hop, je retourne dans le texte et c'est réglé. Ok. Voilà. Bah, tu sais quoi, on va zapper la partie questions décalées. Oui. Mais donc tu disais que ça faisait... Désolé, je parle beaucoup. Non, mais t'en fais pas, c'est hyper intéressant justement. Donc tu disais que ça faisait longtemps que tu avais ces sketchs-là. Ça remonte à Bordeaux, à l'époque où tu étais là-bas. Est-ce que tu peux retracer un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Alors, j'ai commencé l'humour quand j'étais à Bordeaux. Je suis parti à Bordeaux en 2010 et j'ai commencé, la première date de mon spectacle, c'était le 24 novembre 2012.
Et bien d'ailleurs, c'est aujourd'hui l'anniversaire. C'était hier l'anniversaire de mes 12 ans de spectacle. Et donc, c'est trop bien d'avancer comme ça, de faire des nouvelles rencontres et puis de continuer, de garder la même passion. Et moi, c'est clair que je me vois pas arrêter. Tu vois, j'ai aucune envie. Je prie Dieu de faire ça jusqu'à la fin, quoi. Tu vois, j'espère même un jour, je prie Dieu de pouvoir faire du stand-up même très vieux, tu vois. Genre, c'est pas grave, hein, tu sais, genre filez-moi un micro et puis au pire je m'assois et tu vois, il y en a ils faisaient ça et tout. Tu vois, George Carlin par exemple aux États-Unis qui faisait du stand-up jusqu'à la mort carrément. Il est mort vieux et tout et il faisait du stand-up jusqu'à la fin. C'était génial, quoi. Et donc j'ai commencé le stand-up là-bas et après petit à petit, tu vois, le virus s'est emparé de moi donc je pouvais plus m'en empêcher et tout. Je jouais au maximum au début. Je pensais que c'était juste un hobby et après ça a vraiment pris le pas sur ma vie et tout. Et j'essayais en tout cas à l'époque de jongler entre le travail, la passion de la scène et évidemment ma priorité, la famille, bien sûr. Voilà, donc avec ma femme et mes enfants et tout, on est parti après s'installer à Paris. Donc moi, je suis parti en fin 2021 et ils m'ont rejoint en 2022. Et donc là, on est là pour que je puisse vivre de cette passion et faire vivre ma famille avec moi de ça. Et donc voilà, moi j'ai commencé là-bas. Et les sketchs, ils sont pas tous de cette époque-là. Il y en a. Alors très honnêtement, je pense que il y a peut-être une blague ou deux vite fait qui sont de cette époque-là. Tout le reste, c'est venu avec le temps. Et il y a même le sketch du racisme. À un moment, je parle du racisme. Celui-là, carrément, il date il date peut-être de même pas un an. Ça fait même pas un an qu'il est dedans. Tout récent. Il est tout récent, tu vois. Il y a des sketchs qui ont bougé, il y en a qui sont arrivés, qui sont repartis et tout. En fait, le spectacle, les gens qui l'ont vu il y a peut-être, on va dire, il y a même 5 ans, ils retrouveront quasiment aucune vanne aujourd'hui qu'ils avaient à l'époque, quoi. Donc, c'est un spectacle qui a beaucoup évolué. Moi, je considère que ça reste mon premier, mais en fait, c'est quasiment un deuxième. Ok. Voilà. Donc, ceux de Bordeaux qui t'ont déjà vu, s'ils viennent par Paris, c'est d'autres vannes. Ah ouais, vraiment. Il y a les gens qui m'ont vu surtout en 2012, 2013, dans mes débuts. C'est sûr, ils vont rien reconnaître. Absolument rien. À part toi. À part moi, oui. Ça va. Il a grossi un peu, non? Tu vois. Oh là là. Et tu penses qu'en arrivant sur Paris, ça t'a aidé à ouvrir de nouvelles portes? Oui, parce que Paris, c'est... Alors, si tu veux, on est beaucoup à se partager le gâteau, mais le gâteau, il est quasiment illimité, tu vois. Paris, rien que dans Paris Intramuros, on a 2 millions de personnes, c'est énorme. Et si tu regardes l'Île-de-France, c'est carrément 10 millions de personnes au total. Donc c'est incroyable, on a un vivier de spectateurs. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font leur spectacle dans des grandes salles, les stars de l'humour et tout, ils font leur spectacle dans des grandes salles, par exemple du jeudi au dimanche ou un truc comme ça, dans des salles qui font peut-être 500 ou 1000, et ils jouent chaque semaine, plusieurs fois par semaine comme ça, et c'est pas les mêmes personnes qui reviennent, tu vois. Donc il y a un vivier quasi illimité de spectateurs à Paris, donc c'est bien. Donc il y a beaucoup de scènes, beaucoup de concurrence, mais aussi beaucoup de public. Donc c'est une très belle chose de pouvoir s'installer ici et tout. Je sais que tout le monde ne le peut pas. Et moi, j'ai eu cette chance par mon métier de chauffeur de bus. L'entrée, en fait, à Paris, c'est faite par la RATP, tu vois. Donc, je suis content d'avoir pu faire ça. Et maintenant, j'ai les opportunités qui commencent à venir. Il y a encore beaucoup de boulot, mais j'y travaille. Et voilà, mon but maintenant, c'est vraiment d'accéder au max de scènes possible et de faire vraiment que ça, quoi. Là, je fais que ça et de l'acting. Et mon but, c'est d'en vivre convenablement. Là, je suis en train de monter mon intermittence. Ok, c'est génial, parce que j'ai l'impression qu'on te voit un peu partout dans Paris, dans différents comédie clubs, que tu joues tous les soirs, en plus de ton spectacle le dimanche. Merci, c'est une ville comme Paris. Après, il y a d'autres villes qui permettent ça aussi, comme par exemple des villes comme Nantes, comme Lyon, comme même Bordeaux que j'ai quitté. Quand je l'ai quitté, il n'y avait pas grand-chose et tout. Et maintenant, tu peux jouer tous les soirs sans problème. Donc, c'est de plus en plus possible. Paris n'est pas une fatalité. C'est pas une obligation. Si tu vas pas à Paris, tu n'y arriveras pas ou quoi. Pas du tout. C'est pas du tout une obligation. Mais moi, c'était mon choix. Ça fait longtemps. C'est un accélérateur parce que, on va dire, il y a plus de gens qui peuvent te voir ici et te proposer des choses, en fait. Mais c'est de moins en moins vrai, on va dire, avec le développement du stand-up un peu partout. En tout cas, moi, je ne regrette absolument pas mon installation à Paris. C'était vraiment un pas que je voulais sauter depuis longtemps. Et quand j'ai pu le faire, grâce à Dieu, on a pu avoir un appartement dans Paris assez rapidement et tout, par rapport à la RATP. Voilà, donc c'est super cool. Ça, tu vois, pour ça, par exemple, je suis reconnaissant envers la RATP. Tu vois, on pourrait dire beaucoup de choses, mais si je dois dire que du positif, je te dirais que grâce à eux, j'ai un appart à Paris, quoi. Ça, c'est très bien. Je leur serai toujours reconnaissant pour ça. Ils m'ont donné l'opportunité de m'installer ici et puis de ramener ma famille, tu vois, en sécurité et tout.
Donc je suis reconnaissant quand même envers la RATP qui m'a permis d'être là et puis de ramener ma famille en toute sécurité et d'être au plus proche des scènes parisiennes, parce que ça aurait été difficile pour moi de m'installer par moi-même à Paris et de me retrouver par exemple dans le fin fond du 77 ou un truc comme ça pour rentrer le soir. Déjà pour venir à Paris c'est compliqué, et pour rentrer le soir c'est très compliqué, tu vois. Il faut être à proximité des transports, voilà. Surtout qu'en général t'enchaînes les scènes à droite à gauche, t'attends même pas que le plateau se termine. C'est ça. Et après tout ce qui est RER et autres transports, malheureusement ça s'arrête assez rapidement. Voilà, on est d'accord. Il faut pas que ça te mette un frein supplémentaire. Voilà, moi Dieu merci, même avec des noctiliens, ça m'est déjà arrivé de rentrer en noctilien et je peux très bien rentrer chez moi même à 2-3 heures du matin, c'est pas un problème. Ça va. Et en temps normal, vu que les métros s'arrêtent à minuit 40 la semaine et à 1h40 le week-end, c'est-à-dire c'est les derniers départs à cette heure-ci des terminus, j'arrive largement à faire tous mes plateaux tranquillement, quoi. Il y a pas de souci. Donc grâce à Dieu, on est bien installé et puis ça me permet d'être mobile, tout ça, et de profiter au maximum des opportunités qu'offre Paris. T'as bien raison, et c'est génial que ta famille ait vraiment suivi le mouvement Merci. et t'accompagne. C'était important pour moi, bien sûr. On a besoin du soutien de ses proches et tout. Et de toute façon, moi, je sais qu'il y a des gens qui font ça et vraiment, je leur souhaite bon courage. Mais moi, j'aurais jamais pu faire ma vie à Paris et laisser ma famille à Bordeaux. Je l'ai fait au début pour le temps de trouver quelque chose. Parce qu'évidemment, j'allais pas leur dire venez avec moi dès le premier jour, alors que j'avais rien du tout, tu vois. J'ai attendu de venir ici, de travailler, de faire ma demande. Je suis resté ici tout seul pendant 9 mois à peu près. Donc le temps de faire venir ma famille après, en sécurité, si tu veux, je suis parti en éclaireur. Mais par contre, il y a des gens qui vivent toute l'année comme ça, et ça les dérange pas, ils se voient que le week-end et tout. Moi, non, j'aurais pas supporté. Oui, après, c'est un choix personnel. Après, je juge pas, hein, ceux qui y arrivent, tant mieux, mais moi, franchement, je pouvais pas. Quand j'étais à Clermont-Ferrand, en fait, moi je suis de Clermont-Ferrand à la base, c'est qu'après que je suis parti vivre à Bordeaux, et quand j'étais à Clermont-Ferrand, il n'y avait pas d'atelier stand-up, déjà le stand-up, même à Paris, c'était très rare, parce que voilà, c'était, tu vois, c'est venu des États-Unis, tout ça, mais moi à Clermont-Ferrand, il n'y avait même pas de MJC et tout, il y avait des centres sociaux, tout ça, mais le mot MJC, je l'ai appris en regardant le Jamel Comedy Club. C'était Fabrice Eboué, je crois, qui disait Jamel, en fait, il a réuni des Noirs et des Arabes, c'est une MJC à la télé ou un truc comme ça. Il a fait une blague dans le genre. Et moi, MJC, je connaissais pas. Donc, c'est Maison Déjeuner de la Culture. Mais moi, je savais pas du tout. Mais moi, je ne savais pas. Ah, tu connaissais pas ? Pas du tout. D'accord. Bah, c'est des petits endroits comme ça où il y avait des activités, tout ça. Et là-bas, il y avait des petits ateliers. Des fois, il pouvait y avoir des ateliers de théâtre, expression, genre stand-up et tout. Moi, quand j'étais petit, non, je me rappelle pas avoir vu passer des trucs comme ça. Théâtre, vite fait, une fois, on avait fait du théâtre muet et tout. Enfin, un truc, voilà. C'était sympa. C'était du mime. On faisait un peu de mime et tout. C'était cool. Mais après, au niveau du stand-up en lui-même, je l'ai découvert vraiment avec le Jamel Comedy Club. Moi, je tenais un petit blog avec un pote sur Skyblog, tu vois, où on mettait des bêtises et tout. Il y a vraiment très longtemps alors. Très très vieux, bien sûr, je te parle de ça, c'était dans les années 2000, tu vois. Et on s'est éclaté à faire ça. Et après, moi, je commençais à prendre goût à l'écriture comique, parce que j'ai toujours voulu faire le clown, en fait, quand j'étais gamin, mais jamais je me disais j'en ferais mon métier. Je me disais, je vais essayer d'être quelqu'un de marrant, mais je me disais jamais, ce sera mon métier. Moi, à la base, je voulais faire de la médecine. Après, j'ai décidé plus de me diriger vers le journalisme parce que j'aimais beaucoup les mots et tout. Et finalement, j'ai pu faire ni l'un ni l'autre, quoi, malheureusement. J'ai été dans les bus, mais c'était un métier quand même qui me plaisait, tu vois, parce que j'ai donné aussi beaucoup en usine. L'usine, c'est très, très compliqué et tout. J'ai beaucoup de respect vraiment pour les gens qui font toute leur carrière en usine. Tu vois, moi, mon père, tu vois, grâce à Dieu, il est à la retraite et tout aujourd'hui. Il a fait toute sa carrière en usine. Il me raconte les galères que c'était et tout, voilà. Et moi-même, j'y ai travaillé, donc j'ai vu. Et clairement, j'avais pas la force pour ça, tu vois. Donc le bus, ça m'allait très bien parce que moi j'aimais bien conduire, j'aimais bien discuter. Donc c'était un métier qui m'allait très bien. J'aurais pu faire taxi aussi, mais à l'époque, il n'y avait pas encore les Uber. Aujourd'hui, j'aurais peut-être fait Uber, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait pas les Uber, il n'y avait que les taxis classiques. Et la licence à Clermont-Ferrand, elle coûtait 180 000 €. C'était super cher. Ah ouais. Donc je me suis dit, le bus, c'est bien. Tu vois, j'ai pris le bus qui était gratuit. Et donc j'y suis allé et c'était un très très bon métier. Et en fait, j'écrivais, je m'étais mis quelques notes et tout sur mon téléphone pendant que j'étais chauffeur à Clermont. Et je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas d'endroit où les jouer, mais je pense que je mettais des idées de côté pour peut-être des nouveaux textes. Et après, quand je suis allé à Bordeaux, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Hassan Zahi, c'est un ami, qui est très bon comédien, il faisait du stand-up et tout. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien jouer, mais j'ai pas d'endroit où le faire. Je sais pas s'il y a des scènes ouvertes ici ou quoi. Et il m'a dit, moi, j'organise une scène ouverte dans une chicha dans 1 mois. Si t'es chaud, viens. Et ben du coup, j'y suis allé. Il m'a aidé d'ailleurs. Moi, j'ai écrit, il a fait ce que moi je fais aussi avec les gens quand ils me demandent un coup de main. Je leur dis, pas de problème, écris ton texte. Et après, je vais t'aider à l'améliorer. Mais jamais de la vie, je dirais à quelqu'un, tu veux monter sur scène, je vais t'écrire quelque chose.
Non, il faut que ça vienne de lui. Il faut que l'essence vienne de la personne même, tu vois. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit mon texte, c'était sur l'addiction au téléphone portable. Ok. Et il m'a aidé à l'affiner et tout. Et c'était mon premier passage sur scène. Et du coup, ton premier passage sur scène était dans une chicha. Absolument, les 2 premiers. Mais quel enfer, non? Franchement, non, ça va. Parce que si tu veux, les chichas, c'est pas tout pareil. Il y a des chichas très street. Tu vois, ici à Paris, il y a des chichas vraiment street où vraiment, j'aurais pas eu la même expérience. Là, c'était une chicha à Bordeaux. C'était une chicha à lounge, tu vois, genre pépère et tout, tranquille. J'ai pas du tout les références en termes de chicha, je Mais tu suis sais, désolée. Non, mais moi non plus, j'ai été que pour le stand-up de toute façon, mais je veux dire, c'était une chicha à la cool en fait. Si tu veux, c'était pas vraiment une chicha, tu sais, dure et tout, avec des gars vraiment durs. Non, non, c'était vraiment des gars qui venaient avec leur meuf ou quoi, pour regarder un show, parce qu'en fait, il y avait pas que humour. C'était des shows musicaux, il y avait un beatboxer aussi, il y en avait qui faisaient. En fait, c'était pluridisciplinaire, tu vois, c'est un peu comme le field. Mais ils étaient attentifs, c'était pas juste hop, un petit bruit de fond. Voilà, c'est ça. Ok. C'est Ouais, ça. différent Tu vois, comme la concept. différence, c'est qu'ils m'ont donné leur attention. Après, quand c'était pas marrant, je te rassure, il y a eu des bides, hein, bien sûr, mais ils étaient pas en mode on n'écoute pas ce qu'il va nous dire, on s'en fiche. Non, ils m'écoutaient. Quand c'était drôle, ça les faisait rire. Quand ils trouvaient pas ça marrant, bah du coup, ils riaient pas, mais il y a pas de problème. Ils m'ont donné leur attention. Et ça, c'était le meilleur cadeau qu'ils puissent me faire. Bah, je pense pas qu'à Paris ce soit la même chose, honnêtement. D'après C'est- les échos que j'ai pu ouais. avoir. J'ai fait des chichas plus street à Paris et c'est autre chose. Tu peux te faire sortir de scène par un ah, suivant, tu vois, un truc comme ça. Il y a c'est même violent. ah ouais, et encore, c'est rien ça. Moi, il y a des humoristes, on m'a dit carrément genre il y en a un, il m'a dit genre qu'il il avait vu genre quelqu'un se faire jeter des glaçons. Les mecs ils prenaient des glaçons, ils les jetaient sur le mec sur scène. En gros, sors, dégage, t'es pas marrant quoi. Bon, c'est moins pire que les tomates, mais c'est de l'irrespect pour l'artiste. On est d'accord. Et pour les glaçons aussi, tu vois, Ouais. c'est pas cool. Ni l'un ni l'autre, hein, c'est pas De sympa. la maltraitance. Exactement. Et On en parle pas glaçons en assez, hein. détresse. T'as vu On en... Ne t'étouffe pas. Maintenant, c'est à ton tour. Pardon, je suis encore un peu sur la voie de la guérison de l'atout. En ce moment, on est tous là-dedans, tu sais. Ah, tu n'as pas mis ton écharpe. Non, La j'ai oublié. RATP, c'est Tu vois, pour pourtant, ça. c'est la RATP et j'aurais dû leur faire confiance. Ah. Et sinon, une fois que tu es sur scène, est-ce que tu arrives à apprécier le moment où tu joues ou c'est plutôt sur l'avant ou l'après que tu te sens le mieux? Non, franchement, c'est le pendant, évidemment, tu vois. L'avant, en fait, tu vas essayer de te mettre dans les conditions et tout pour bien jouer. L'après, c'est plus une chute d'adrénaline, donc c'est un peu moins cool, on va dire. Alors, l'après immédiat, oui. Mais l'après, au bout d'une heure, non. Tu vois, Ouais, parce que une t'as heure après le grosse montée spectacle. d'adrénaline et ensuite T'as une tu te sens grosse un peu montée, triste, voilà. ouais. Mais t'as une grosse montée d'adrénaline et tout pendant le spectacle. Là, c'est le meilleur moment pour moi parce que c'est le moment où tu vas partager avec les gens et tout. Et ensuite, quand le spectacle vient de se terminer, bon là, par exemple, au Chez Prince, non, les gens viennent, ils regardent le spectacle, ensuite ils sortent, ils s'en vont. Mais par exemple, quand tu vas jouer dans une ville, dans un théâtre ou quoi, là, les gens vont t'attendre à la fin pour faire des photos, pour discuter. Et là, pour moi, c'est un moment tout aussi fort. Allez, peut-être juste en dessous, c'est mon kiff numéro 2, juste en dessous du spectacle, tu vois. Le spectacle, c'est le summum, et juste en dessous, il y a ça. Et donc, tu discutes avec les gens, c'est un de mes moments préférés. Et au bout d'une heure après, genre, tu sais, quand tout le monde est parti et que tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel, tu sais, c'est la solitude de la chambre d'hôtel, tu vois. Tu te dis, ah, tout à l'heure, j'avais des amis et tout, et maintenant, je suis seul au monde. Tu sais, tu es là, tu regardes ton téléphone et tu vois, tu swipes un peu sur les réseaux, tout ça, mais il te manque quelque chose parce qu'il y a une heure, tu étais avec des gens qui riaient à tes bêtises, tu vois. Donc ça, l'après, genre une heure après le spectacle, à la fin, une heure après la fin du spectacle, là c'est plus dur à tenir. Mais pendant le spectacle, au contraire, c'est là qu'on prend du plaisir vraiment parce que si t'en prends pas à ce moment-là, je pense que tu vas très vite arrêter. Nous, on est justement à la recherche de ce rush, tu vois, de cette sensation où on saute un peu, tu sais, c'est comme un saut en parachute. Et au dernier moment, quand tu tires le parachute, t'espères qu'il va s'ouvrir, tu vois. Oui. Et il y a des fois, il s'est pas ouvert, hein, je te cache pas. Hein. Il y a des fois, on a fait des aplats sur le sol, tu vois. Et là, à ce moment-là, bah, ce que tu fais, tu y retournes quand même. Parce que si c'était une souffrance trop grande, on arrêterait. Mais en vrai, le plaisir, quand le parachute s'ouvre, c'est beaucoup plus grand que quand il s'ouvre pas, tu vois. Voilà. Et donc, bah, on y retourne parce qu'on sait qu'on peut souffrir, mais on sait qu'on peut kiffer aussi. Donc on y retourne à fond et puis c'est toujours du plaisir différent. C'est une conquête. Tous les soirs, en fait, c'est une conquête d'un public différent. C'est un peu une sorte de drogue, j'ai l'impression. C'est totalement une drogue. T'as juste à voir pendant le Covid. Tu vois, pendant le Covid, tous les pas tous, hein, mais la plupart des humoristes étaient en galère parce qu'ils pouvaient pas jouer. Moi, le premier, j'étais comme un toxico. Hein.
J'étais pas bien. Et du coup, surtout le deuxième confinement, parce que le premier, on n'a pas pu jouer de mars à genre juin, un truc comme ça. Et donc, c'était en 2020. Et après, le deuxième, c'était de octobre 2020 à mai 2021. T'imagines comme c'était long. C'était vraiment trop long, quoi. Et moi, j'ai pété un câble au mois de mars 2021. Je suis parti avec un pote. À l'époque, le pays était encore ouvert. On avait le droit d'y aller. On avait le droit de bouger. On n'était pas confinés chez nous. Le confinement, il a eu lieu qu'au mois d'avril, je crois. Mais au mois de mars, on est parti avec un pote à Barcelone. C'était un peu devenu le... Tu sais, c'était l'appel de Londres. Tu sais, l'appel du 18 juin. Tu vois, genre, tous ceux qui veulent jouer, venez ici, les humoristes francophones. Parce que là-bas, il y a une communauté francophone de 20 000, genre à peu près 20 000 personnes. Donc, ça fait qu'il y a moyen de jouer et tout. Et on allait là-bas, on jouait en français. Et moi, j'avais peur. Je me disais, mais on va aller jouer là-bas vendredi, samedi. La semaine dernière, ils ont eu Gad. Gad Elmaleh était parti jouer là-bas en personne. Donc, tu le te dis, lendemain, Sofiane. mais, non, mais tu te dis, mais qui c'est Sofiane? J'ai pas envie d'aller le voir, tu vois. Eh ben non, ils étaient là. Alors après, c'était pas mon spectacle, hein, c'était un plateau. Mais genre, on est parti, on était tous inconnus au bataillon. Et la semaine d'après Gad, les gens sont venus quand même. Donc, ça fait plaisir. Tu sais, ils se sont pas dit en mode, allez, on a vu le maître, maintenant c'est bon, on n'a plus besoin de voir les élèves, tu vois. Non, non, ils sont venus pour nous aussi, et c'était complet les 2 soirs, c'était vraiment génial. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une drogue, parce que quand les gens commençaient à rire et à applaudir, j'avais des larmes qui montaient. Je te jure. Ah, j'étais... Et je leur ai dit, hein, à la fin, je leur ai dit, ouais, l'envie de pleurer, c'était pas prévu, hein, tu vois. Et ils étaient trop contents et tout, ils étaient là en mode, oh, c'est trop mignon et tout. Et je leur ai dit, mais vous savez pas combien vous m'avez manqué depuis le mois d'octobre, j'ai pas joué et tout. Et c'était tellement bien. Donc oui, je te réponds clairement, c'est une drogue. Ça devait être un moment super fort, en tout cas là-bas à Barcelone. Hein, c'était trop fort, j'étais trop content. Et en plus, tu vois, à l'époque, les restaurants ici, ils étaient fermés. C'est-à-dire, tu avais le droit d'ouvrir, mais c'était que du à emporter. Et nous, là-bas, les restos étaient ouverts. Et tu pouvais t'asseoir. Et on a demandé, avec un pote et tout, on est parti là-bas. Et on a demandé au gars, on lui a dit hola, genre, bon, on lui a parlé en anglais ou en espagnol, je sais plus. Ouais, je crois que j'ai dû baragouiner un truc en espagnol. J'ai dit, est-ce qu'on peut manger ici? Il dit, bah oui, bien sûr. Tu sais, pour lui, c'était normal. Et nous, on s'est regardé en mode, mais non, on peut s'asseoir dans un resto et tout. Et pour quelqu'un de mon gabarit, c'est très important, tu vois. Donc, on est parti, on a kiffé. C'était chez Burger World, BCN, un truc comme ça, le resto. Le mec, il était adorable, la bouffe, elle était géniale. Et on a passé un super moment sur scène avec les gens. Et après, on est retourné se confiner en France. Et là, c'était une autre histoire, quoi. Et c'était l'un de tes meilleurs souvenirs de scène, tu penses, là-bas? Un de mes meilleurs, ouais, parce qu'à ce moment-là, c'était un médicament pour moi, tu vois. J'avais plus de scène, j'avais plus rien. Et puis, voilà, ça m'a permis de m'évader. En fait, c'était une évasion. Moi, je rigolais avec mon pote, j'avais appelé ça le Escape Covid Comedy Club, tu vois. Je voulais juste m'échapper de l'ambiance du Covid, en fait. Et ce soir-là, l'espace d'un soir, l'espace de 2 soirs, on a pu oublier tout ça. C'était magnifique. Et ça fait un bien fou. Oh, tellement. Et donc ça, c'était vraiment le souvenir de ta meilleure scène, enfin l'une de tes meilleures scènes. Et ça serait quoi le pire souvenir? Je pense que tu le sais. Oui, je sais non. exactement. Non, attends. Non, c'est une histoire textile. Tu sais de quoi je parle? Oui. Ah, d'accord, ok. Je sais. noté dans mes notes. Ok. Ah non, ça, parce que c'est la plus récente. J'en ai peut-être eu des plus fortes, hein, mais des fois, le cerveau, tu sais, il veut oublier. Donc peut-être que les plus fortes, il me les a mises de côté. En tout cas, sûr que tu allais directement tilter par rapport à ça. Mais en tout cas, celle-là, mais parce qu'elle est marquante. C'est incroyable. Tu sais, donc je raconte l'histoire. Donc c'était à Château-Giron, à côté de Rennes, et on jouait devant 560 personnes. On était 5 humoristes. Et on termine et tout, comme ça, on fait les saluts. Mon passage, il se passe bien. Le passage des collègues se passe bien, nickel. Le MC nous rappelle sur scène. On vient tous, normalement, on se met en ligne. Moi, je me suis mis en ligne et tout, comme ça, avec tout le monde. Et après, il y a le photographe qui dit, on va prendre la photo. Donc, vous vous tournez et vous vous accroupissez. Et c'est le verbe s'accroupir qui aurait jamais dû faire partie de sa phrase. Parce que quand je me suis accroupi, mon jean était tout neuf. Hein. Vraiment, il avait 10-15 jours. Et en m'accroupissant, j'ai entendu le bruit que personne ne veut entendre. J'ai entendu mon pantalon qui s'ouvre sur 20 cm ou 30 cm. Le moment de solitude. Mais surtout que moi, dans ma tête, je suis tôt au public. Donc je me dis, quand je vais me retourner, ils vont le voir. Et j'ai tout fait pour pas que ça se voit. Donc quand je me suis retourné, déjà sur la photo, on le voit pas du tout, tu vois. On me voit super chill avec le sourire et tout, à faire un petit signe avec les mains comme ça, tu vois, tranquille. C'est un petit signe genre les doigts comme ça, genre yeah, tu vois, bien. Et quand je me relève, je me dis, mais il y a 560 personnes qui vont voir que j'ai ouvert mon froc, tu vois. Et en fait, non. J'ai réussi à le cacher parce que finalement, la ligne, tu sais, on était en ligne et finalement, ça faisait un L à la fin. Je me suis caché derrière une humoriste comme ça. Et donc, le MC me demande, il me dit alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et d'habitude, je tchatche avec le public. Moi, c'est mon plaisir de parler avec les gens, tu vois. T'es vite parti. Ah, je suis parti très, très vite. Hein. J'ai fait alors, Sofiane et Taï sur Instagram, de TAI, au revoir et merci, bonne soirée. Et je suis parti, tu vois. Et je suis parti me planquer en loge. Alors qu'à la base,
quand je termine ça, mon plaisir, c'est ce que je te disais, mon kiff numéro 2, c'est d'aller rencontrer le public. Parce que pour moi, tu termines ta prestation, c'est pas fini, quoi. Les gens ont payé, mais t'es pas un robot. Ils sont pas venus là que pour ça. Il y a le côté humain. Donc normalement, tu dois les rencontrer, faire des photos avec eux, les remercier d'être venus. Tu vois, moi, c'est la base, ça. Même dans les comédie clubs classiques et tout, je me mets toujours à la sortie et je dis aux gens merci d'être venus, bonne soirée, rentrez bien, merci, tu vois. Parce que je suis tellement content de jouer devant les gens qu'ils soient venus jusqu'à nous parce que peut-être ça leur a coûté des trucs, tu vois. Peut-être ils ont payé une place de parking payante, genre un parking souterrain ou quoi. Des fois, ça peut chiffrer très vite à Paris, tu vois. Peut-être ils ont pris une babysitter pour garder les gosses, tout ça. Ils ont peut-être posé leur soirée alors qu'à la base, ils devaient travailler ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, le gars nous dit mesdames et messieurs, on va se retrouver à la sortie et tout, genre pour faire des photos, tout ça. Tout le monde est parti sauf moi. Moi, je suis parti en loge parce que j'avais vraiment honte. Je me voyais pas du tout aller les voir avec mon pantalon déchiré comme ça, tu vois. J'avais ma chemise, mais je voulais pas la mettre devant en mode torero, tu sais. Je voulais pas. Et donc j'ai dit non, attends, je reste dans la loge et tout. Les copains, ils reviennent après, ils me disent Sofiane, t'étais pas avec nous et tout. Je dis vous savez pourquoi je suis pas venu? Je dis parce que voilà. Et je leur montre le pantalon et on éclate de rire parce que quand on est humoriste, heureusement, on peut en rire, tu vois. J'en profite d'ailleurs pour saluer un humoriste. Québécois qui s'appelle Phil Roy, que j'ai eu dans mon podcast Galère d'humoriste et qui m'avait raconté exactement ça. Lui, il a craqué son pantalon devant les gens, mais lui, c'était carrément cramé. Moi, ça va, ils ont pas vu. Mais lui, ils ont vu. Et tu l'as raconté en vidéo de toute manière. Je l'ai raconté en vidéo parce que franchement, on est humoriste. Mais on est humoriste et on assume, on y va à fond, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'on est là pour rire. Et justement, ça rejoint ce que je te dis là. Parce que je lui ai dit quoi, moi, à ce moment-là? Je lui ai dit heureusement que tu es humoriste. Parce que lui, ce qui lui est arrivé, en fait, c'est qu'il a craqué son pantalon. Les gens l'ont vu et c'était dans un centre commercial. Ils sont partis ensemble dans un H&M. Il y avait 50 personnes qui le suivaient ou quoi. Et il a débarqué dans un H&M 3 minutes avant la fermeture. Et il a dit aux gars, vous inquiétez pas, je prends juste un pantalon et je sors et tout. Il a pris du coup le pantalon et donc les gens l'ont suivi et arrivé sur scène il leur a dit bon j'ai plus rien à vous cacher maintenant, donc il s'est changé devant eux, tu vois, et les gens ont rigolé et ça reste un souvenir indélébile. Et je lui ai dit imagine si t'étais politicien, tu vois, un homme politique à qui ça arrive, ça, il craque son pantalon je sais pas, il se casse la gueule en allant faire un discours et son pantalon se craque devant tout le monde, sa carrière sont là, déjà, et sa carrière elle est terminée. Alors que nous, limite, ça va nous rajouter encore de la carrière, tu vois. Les gens vont dire j'étais là quand t'as craqué ton pantalon et tout, et c'est marrant, tu vois. Donc ça reste des très bons souvenirs. C'est l'avantage de notre métier, c'est qu'on peut recycler nos galères. Et en faire des sketchs, mais là tu n'en parles pas. Exactement. Encore. Est-ce que tu penses sur que ça scène, deviendra? non. J'en parlerai sur scène peut-être un jour, mais là je l'ai fait en vidéo, donc je pense pas. De toute façon, il y en a d'autres. Il y a d'autres anecdotes qui vont arriver, et puis voilà, on vit au jour le jour avec le stand-up, et s'il se passe quelque chose, oui, on en parlera avec grand plaisir. Donc on peut retrouver ton spectacle et tes sketchs actuels et peut-être de nouveaux à venir. Donc chez Prince, dans le 6e arrondissement, tous les dimanches, 21h30. Spectacle qui s'appelle Légèreté, en un mot. C'est ça. Simple à retenir. C'est ça. Tous les dimanches à partir du mois de janvier. Voilà, donc à 21h30. Jusqu'en juin en plus. Jusqu'en juin, et on va essayer de voir. Je pense qu'après on pourra relancer après septembre et tout, parce que je dis jusqu'en juin pour laisser passer les vacances d'été. Mais on pourra sûrement relancer après en septembre, tout ça. Mais au moins de janvier à juin, voilà, tous les dimanches à 21h30. Mais très bien, en tout cas, je suis sûre que les auditeurs vont suivre ton actualité de près. En tout cas, je leur souhaite. Merci. Mais ils peuvent me retrouver sur Instagram, c'est le plus simple. Sofiane Etaille. C'est ça. L'émission touche à sa fin. Et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, la toute nouvelle émission qui vous fera aimer le stand-up. Du moins, on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine.